Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. L'initiative royale d'aide au logement met du baume au cœur pour plusieurs Marocains de la classe moyenne ou alors à faible revenu. Les grandes lignes de ce programme ont été présentées devant Sa Majesté le Roi en début de semaine. Un programme susceptible également de remettre en marche un segment clé du secteur, celui du bas et du moyen standing. Sur le plan économique, c'est un combo gagnant, injecter une nouvelle dynamique dans le secteur de l'habitat et booster l'emploi. Interpellation de 4 personnes âgées de 25 à 32 ans pour leur implication présumée dans la préparation de plusieurs et dangereux projets terroristes visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du royaume. L'opération est engagée par le Bureau central d'investigation judiciaire. Elle a été menée à Tanger, Tétouan, Izigan et Etmilboul. Et puis nous allons braquer les projecteurs sur cette initiative de solidarité avec les victimes du séisme d'El Haouz. Des artistes d'horizons divers et de plusieurs et différentes sensibilités rassemblés par la veille humaniste à l'usine de Casablanca. Et cela dans le cadre d'une opération baptisée Solidart. Parmi eux, Reda Knizaoui, nous vous plongerons dans son univers. Bonsoir. Avant de développer ces titres, sachez que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé au Palais Royal de Rabat un conseil des ministres consacré à l'examen des orientations générales du PLF 2024 et à l'approbation d'un projet de loi et d'un projet de décret relatif au domaine militaire, de 3 conventions internationales et de plusieurs nominations aux fonctions supérieures. Nous y reviendrons bien sûr pour plus de détails. La décision est historique et vient consacrer davantage le principe de l'État social. Je vous parle du nouveau programme d'aide au logement lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un programme unique en son genre et qui cible les classes sociales à faible revenu et la classe moyenne également. Ce projet structurel s'étale sur la période 2024-2028. Sa mise en œuvre s'inscrit en droite ligne avec la volonté du souverain de renforcer le pouvoir d'achat des ménages à travers une aide financière directe à l'acquéreur du logement. Comment les Marocains donc et les professionnels aussi du secteur immobilier ont-ils accueilli cette nouvelle, cette initiative royale? Eh bien la réponse tout de suite avec Meriem Elmissi. En quête d'appartements, ce jeune couple casablancais multiplie les visites de projets immobiliers. Ce matin, ces futurs acquéreurs ont rendez-vous dans un bureau de vente. L'occasion de faire une visite guidée par l'agent immobilier et d'observer dans le détail l'offre résidentielle proposée. Visiblement, ce couple est chanceux. Leur quête de biens immobiliers coïncide avec le lancement de l'initiative royale d'aide au logement. Ce projet répond à mes attentes en termes d'emplacement et de superficie. Les prix de vente sont avantageux. Les aides au logement promises par le souverain m'ont vivement encouragé à multiplier mes recherches. وحنا تنشكروا سيدنا على هذه المبادرة الطيبة. نشيد بالمبادرة الملكية السامية لدعم. Ce programme d'aide commence à susciter un réel engouement des primo-acquéreurs. On s'attend à une croissance notable de l'activité de construction immobilière. Pour accompagner la demande haussière, les promoteurs mobiliseront de plus gros investissements, ce qui impactera toute la chaîne de valeur immobilière et donc créera plus d'opportunités d'emploi. Tout comme Rachid, ils sont nombreux à avoir accueilli avec enthousiasme le programme d'aide au logement. De potentiels acquéreurs qui se réjouissent de cette aide directe qui atteint les 2/3 du prix d'achat. C'est une réforme majeure sur le point de changer la vie de millions de Marocains. Ces aides encourageront les citoyens à un revenu faible ou moyen à devenir propriétaires. C'est toute la machine de l'immobilier qui sera relancée, lourdement impactée par la récession économique engendrée par la pandémie. Même satisfait du côté des professionnels du secteur, le nouveau programme impulsera selon eux un fort élan à un secteur lucratif et très porteur de l'économie nationale. Quand le bâtiment va, tout va.
L'immobilier est un moteur de croissance capable d'entraîner et de faire prospérer différents secteurs de l'économie. L'acquisition d'un logement était auparavant inaccessible pour une grande partie de la population. Dorénavant, grâce à ce projet royal, la classe moyenne, les salariés et autres ménages bénéficieront d'incitations attrayantes pour acquérir une maison à un coût abordable, plutôt que de payer les frais de loyer. Un programme qui devra s'étaler sur la période 2024-2028. Ils sont éligibles les Marocains résidant au Maroc ou à l'étranger qui ne sont pas propriétaires au Maroc et qui n'ont jamais bénéficié d'une aide au logement. Les montants de l'aide varieront en fonction de la valeur du logement acquis. Le montant de l'aide est fixé à 100 000 dirhams pour l'acquisition d'un logement dont le prix de vente est inférieur ou égal à 300 000 dirhams, 70 000 dirhams pour l'acquisition d'un logement entre 300 000 dirhams et 700 000 dirhams. Et pour en parler plus longuement, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau M. Hassan Al-Arafi, professeur de finances publiques à l'Université Mohammed V et expert aussi auprès de la Banque mondiale. Professeur Al-Arafi, bonsoir. Bonsoir. Revenons donc plus en détail sur ce programme d'aide lancé par Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est une véritable révolution sociale. On parle d'une aide directe à l'acquéreur à hauteur de 30%. C'est une première au niveau régional, continental et voire mondial peut-être. Professeur, n'est-ce pas? Quel commentaire cela vous inspire tout d'abord? Bon, la séance de travail avec Sa Majesté le Roi, pendant laquelle Madame la Ministre a présenté un programme, en fait, il s'inscrit dans un prolongement logique et perfectible des orientations de Sa Majesté avant 2010, dans le cadre de la promotion de l'habitat social, et qui a été couronné par l'adoption à travers la loi de finances 2023, notamment l'article 8 qui a prévu qu'il y aurait des aides au logement social. Après, le gouvernement avait déjà préparé un projet de décret, je pense qu'il portait le numéro 350 de 23, mais dans l'adoption au niveau du Conseil de gouvernement a été reportée 2 fois. La dernière, c'était je pense en 5 octobre. Et la raison de ce report, ce sont les orientations de Sa Majesté, parce que je pense qu'il a considéré que les seuils de subventions qui ont été prévus ne sont pas suffisants. Au départ, elle était de 500 000, 70 000 pour les premières catégories, pour les logements dont la valeur ne dépasse pas 300 000 dirhams, et 50 000 dirhams pour les logements dont la valeur ne dépasse pas 70 000. Avec les orientations royales, et donc, le seuil a été hissé à 100 000 dirhams. C'est ça la nouveauté la plus importante, c'est que aujourd'hui, il y a 2 catégories de bénéficiaires potentiels. D'une part, il y a les logements dont la valeur ne dépasse pas 300 000 dirhams et vont bénéficier de 100 000 dirhams, donc 300 000 dirhams TTC, et donc toute taxe comprise. Et donc, ils vont recevoir 100 000 dirhams de subvention. Et les bénéficiaires de logements entre 300 000 et 700 000, c'est la deuxième catégorie, comme vous venez de lancer dans votre reportage. Ils vont recevoir une subvention de 700 000 dirhams. Mais en grosso modo, c'est une consécration et consolidation de la philosophie de l'État social et de la monarchie sociale telle qu'elle est proclamée par la Constitution. Professeur, maintenant, comment, plus concrètement cette fois-ci, ce programme va-t-il répondre aux besoins des primo-acquéreurs, c'est-à-dire ces Marocains, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, qui vont ou alors qui n'ont pas acheté jusqu'ici leur premier logement, professeur? Effectivement, les bénéficiaires potentiels, ce sont les personnes qui n'ont pas de logement. Donc, c'est-à-dire ils vont faire de ces logements comme des habitations principales. Donc, ce n'est pas pour la spéculation, ce n'est pas pour des logements secondaires. Ce sont les personnes qui cherchent leur logement principal. Qu'il s'agisse des personnes qui résident au Maroc, ou même c'est quelque chose qui est ouvrable aussi et accessible pour les ressortissants marocains, les Marocains du monde. Certainement, il y aura des formalités donc, à accomplir. Déjà, le projet qui va connaître une modification qu'avait préparé le gouvernement, il prévoit qu'il y ait un certain nombre de conditions que les bénéficiaires devront satisfaire pour pouvoir y accéder. Notamment, il faut qu'ils justifient qu'ils n'ont pas de logement.
c'est-à-dire c'est un habitat principal. Et donc, également, je pense qu'il y aura beaucoup de détails à éclaircir davantage pour mettre en œuvre ces décisions royales. C'est que, est-ce que ces logements ils vont être soumis à un cahier de charge? De quel logement parle-t-on? C'est-à-dire des logements qui devront obéir, bien entendu, aux documents d'urbanisme, notamment les plans d'aménagement, les plans de zonage, etc. Et aussi, de quel logement parle-t-on? Parce que le souci aujourd'hui, si les choses sont bien bénéfiques pour les citoyens, que ce soit les citoyens qui ont une situation un peu vulnérable ou les citoyens de classe moyenne qui peuvent... Justement, professeur, puisque vous parlez de bénéfices, ce sera bénéfique pour les citoyens, mais aussi pour le secteur, car c'est un nouveau souffle qui sera donné au secteur de l'immobilier et à tout l'écosystème à un moment où tout n'allait pas jusqu'ici très bien pour le secteur, avec une baisse d'activité à hauteur de 50%. Professeur Al-Arafi. Tout à fait, parce que le secteur de logement, de construction, il a des effets en amont et en aval. Donc, en amont, il peut faire fonctionner plusieurs secteurs, en amont et en aval. Donc, les retombées économiques positives et les externalités positives de ce secteur ne demandent pas un commentaire particulier. Au moins, on va améliorer l'offre en la matière. Il va donner un nouveau souffle aux opérateurs qui exercent dans le secteur de bâtiment. Mais aujourd'hui, la question à laquelle il faut approfondir, je pense, la réflexion, ce sont les questions de mise en œuvre. Est-ce que les opérateurs sont aujourd'hui capables, pour être efficaces, à mettre en œuvre le programme pour la première catégorie? Parce que la première catégorie, c'est 300 000 dirhams. Toute taxe comprise, signifie 250 000 dirhams hors taxe. On est dans la logique des opérations de l'ancien programme. Aujourd'hui, il faut bien répondre à cette question. Est-ce qu'avec ce montant, les opérateurs, ils peuvent offrir aux citoyens des logements décents, comme il a été bien dit par Sa Majesté? Justement, il faut avoir... on va revenir à cette question, professeur. Donc, ça, c'est la question. Subventionner le citoyen, au moins, c'est comme l'État est en train de mettre à la disposition de ces logements en hors taxe, étant donné qu'une grande partie, les 100 000 dirhams qu'ils vont recevoir, par exemple, pour la première catégorie, ils vont couvrir à la fois le montant de la TVA qu'ils vont débourser, c'est 50 000 dirhams, plus quelques taxes, les frais notariés, les frais d'enregistrement, etc. Et ils vont leur rester un petit chouïet de 20 000 dirhams. Et donc, c'est beaucoup plus important que la subvention indirecte à travers l'exonération de la TVA, une dépense fiscale qui a été accordée dans l'ancien programme. Et la nouveauté aussi de ce programme, c'est qu'on ne doit pas... c'est un peu inclusif. Il peut aussi concerner les personnes qui cherchent des logements au-delà des petits logements de 60 ou 50 000 dirhams. Et donc aussi pour les logements dont la valeur peut aller jusqu'à 700 000 dirhams avec une subvention de 10%, donc c'est 70 000 dirhams. Et excellent professeur, avant de revenir sur la question de la qualité que vous avez évoquée et qui représente sans nul doute la principale préoccupation des futurs acheteurs, mais aussi un défi titanesque pour les opérateurs, on va tout d'abord faire un focus sur l'emploi, parce que le secteur de l'emploi va être clairement boosté, surtout quand on parle d'un secteur qui embauche, j'ai le chiffre, pas moins d'1 million de personnes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un secteur qui est pourvu d'effets d'entraînement extrêmement importants qui ont un impact direct sur l'emploi, que ce sont des emplois directs, indirects. Il y a les sous-traitants qui vont travailler, il y a des secteurs associés, la cimenterie, l'acier, etc. Donc, il y a plusieurs secteurs qui sont liés au secteur de bâtiment qui vont connaître une dynamisation importante à travers ce secteur. Et je pense ça, c'est une opération qu'on peut le qualifier de win-win. À la fois, les opérateurs ils vont se faire booster à travers l'augmentation de leur offre et ils ont la possibilité d'éponger la demande qui va être ascendante. Et également, comme on dit, logement c'est qbardnia, comme on dit. Et donc, ça, c'est un aphorisme qui a été exprimé par le feu Hassan de Allah yarhamou. Et donc, ça va permettre aux couples marocains, aux familles marocaines, aux ménages, d'accéder à des logements logés. Comme je dis tout à l'heure, le challenge aujourd'hui, pour ne pas retomber dans les errements de l'ancien programme,
c'est-à-dire de construire à n'importe quel comment, je pense que les autorités, ils devront assurer un suivi rigoureux des opérateurs pour qu'ils puissent faire une offre décente. On va y revenir et justement on a besoin de votre éclairage de manière beaucoup plus détaillée, professeur Al-Arafi, mais avant on y allait secteur par secteur. Okay. Maintenant, le secteur bancaire, comment va-t-il profiter de cette embellie, mais aussi comment il va accompagner tout cela, parce que dans un premier temps, il s'agit d'accompagner, d'accorder des prêts et ensuite tirer profit de l'embellie. Vous savez que les établissements de crédit ou les banques, ils ont une logique. Donc, il accorde des crédits en contrepartie qu'il aille des sûretés de la part du demandeur de ce crédit. Bon, l'État a essayé de mettre en place, en collaboration avec les banques, tels que Fogarim, etc., quelques programmes qui peuvent permettre aux personnes même qui n'ont pas de sûreté. Partenaires de l'État. Oui, voilà, et parce que le secteur informel, il est très, très important au Maroc, et donc il est hors de question de négliger cette catégorie de la population, de ne pas bénéficier de ce programme. Peut-être ce sont les personnes qui ont besoin davantage de bénéficier de cette opportunité. C'est la raison pour laquelle je pense que pour mettre sur pied d'une manière très efficace ce programme, comme vous l'avez souligné dans votre introduction, c'est un écosystème. À la fois, il y a les opérateurs privés, le bénéficiaire, l'État, le secteur bancaire. Et donc, il faut dès maintenant, à mon avis, réfléchir à des formules de crédit allégées, tout en respectant les règles prudentielles des établissements de crédit, mais pour permettre à une large population des Marocains d'accéder à logement avec des taux d'intérêt qui sont recevables et qui ne sont pas aussi importants, qui peuvent dépasser les limites de financement, les limites financières des ménages bénéficiaires. Et donc, je pense que maintenant, c'est une déclaration de principe, on est déjà dans la mise en œuvre. Il faut aller au détail. On attend le décret, qu'est-ce qui va éclairer davantage. On en saura un peu plus. Oui. Et professeur, on va terminer avec cette dernière question. On va revenir à la qualité. Vous avez beaucoup insisté là-dessus et vous avez eu raison de le faire. Et qui dit logement pour acquéreurs à faible revenu ne dit pas forcément habitat de moindre qualité. Le nouveau programme est clair là-dessus et l'État sera donc intransigeant à ce sujet. Comment le faire? Comment y arriver? C'est une préoccupation pour tout le monde. C'est un défi de l'autre côté, mais comment y arriver? Moi, si vous voulez mon avis, donc, étant donné que c'est un programme national et c'est un programme stratégique pour l'État, il faut qu'il aille des cahiers de charges derrière. Je pense qu'il faut que les autorités et les pouvoirs publics en charge établissent des cahiers de charges que les opérateurs devront respecter à la rigueur. Parce que déjà, on devrait faire un retour d'expérience du programme qui a été lancé avant 2010. Et il est ce qu'il est. Donc, il y a des points positifs, certes, mais il y a aussi des imperfections qu'il faut aujourd'hui les esquiver à travers un cahier de charges bien clair. Et il faut discuter ceci avec les opérateurs, parce que moi, j'ai entendu qu'il y a des opérateurs qui sont mécontents de 300 000 dirhams, parce qu'ils disent qu'il y a déjà 250 000 dirhams hors taxes, dont suivant leurs calculs théoriques qu'ils ont fait, qu'il y a 120 000 dirhams qui sont déjà épongés entre les taxes qu'ils payent et les individus. Est-ce qu'avec le reste, on peut construire un logement décent, un logement qui répond aux qualités? Je pense qu'il y a des questions techniques, il y a des questions financières qu'il faut discuter en profondeur et en toute clarté entre les autorités et les opérateurs qui vont être derrière la mise en œuvre de ce programme, parce que sinon, si comme on a un bon scénario, mais il faut qu'on aille un bon metteur en scène pour réaliser. La bonne équipe selon une approche participative pour réaliser. Parce que sinon, on risque de reproduire les erreurs. Et c'est ça la bonne stratégie. Il faut qu'on ait une stratégie opérationnelle et une vraie stratégie qui ait un suivi et un pilotage de près de la part des autorités pour que cette opération aboutisse pour réussir ce défi, et qu'il soit à la mesure de la décision royale et des attentes de la population. Et des aspirations, effectivement, de la population pour ce projet à dimension haute, dimension sociale. Professeur Hassan Al-Arafi, professeur de finances publiques à l'Université Mohammed V, expert aussi auprès de la Banque mondiale. Merci de cet éclairage.
Interpellation aujourd'hui très tôt dans la matinée de 4 personnes âgées de 25 ans à 32 ans pour leur implication présumée dans la préparation de dangereux projets terroristes visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du royaume. L'opération, engagée par le Bureau central d'investigation judiciaire, a été menée à Tanger, Tétouan, Izgan et Itmello. Pour les détails. Les éléments de la force spéciale de la Direction générale de la surveillance du territoire national ont entamé les procédures d'intervention et d'interpellation dans le cadre d'opérations séparées ayant ciblé les suspects dans les lieux où ils s'activent dans les villes de Tanger, Tétouan et Inzgan Eit Melloul, indique la DGST dans un communiqué. Les perquisitions effectuées au domicile des mis en cause ont permis la saisie de matériel électronique, d'armes blanches, de documents faisant l'apologie de l'idéologie de Daesh, d'un manuscrit relatif au mode permettant de rejoindre les camps de cette organisation dans la région du Sahel, ainsi que d'une série de photos documentant les attaques terroristes menées par les factions de cette organisation et appelant ses partisans à combattre dans ses rangs, outre une publication sur les règles de l'action secrète des organisations terroristes, précise le communiqué. Selon les données préliminaires de l'enquête, les suspects qui ont prêté allégeance au prétendu calife de Daesh avaient l'intention d'exécuter des projets terroristes visant des installations vitales et des institutions sécuritaires dans le cadre des opérations du terrorisme individuel, souligne le communiqué, notant que les recherches ont également révélé que l'un des suspects a suivi des entraînements dans des zones montagneuses et forestières dans le cadre des préparatifs pour exécuter son plan terroriste. Les données préliminaires montrent aussi que l'un des suspects a tenté de rejoindre l'une des branches de Daesh, notamment celle dans la région du Sahel et du Sahara, avant d'abandonner ce projet pour adhérer à un acte subversif à l'intérieur du territoire national au service de l'agenda de cette organisation terroriste. Les mises en cause ont été placées en garde à vue pour les besoins de l'enquête judiciaire menée par le BCJ, sous la supervision du parquet compétent chargé des affaires du terrorisme, en vue d'identifier tous leurs plans et projets terroristes et d'élucider les ramifications et les liens éventuels de ces individus avec les organisations terroristes à l'étranger. Cette opération sécuritaire intervient dans un contexte marqué par la montée croissante des menaces que représentent Daesh et les autres organisations terroristes à travers le monde, notamment avec la récurrence des appels à l'incitation lancés par ces organisations. Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé aujourd'hui au Palais Royal de Rabat un conseil des ministres consacré à l'examen des orientations générales du projet de loi de finances au titre de l'année 2024 et à l'approbation d'un projet de loi et d'un projet de décret relatif au domaine militaire, de 3 conventions internationales et de plusieurs nominations aux fonctions supérieures. C'est ce qu'indique un communiqué du porte-parole du Palais Royal, M. Abdelhak El-Merini. Au début de ces travaux, les travaux de ce Conseil, et conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution marocaine, Madame la ministre de l'Économie et des Finances a présenté devant Sa Majesté le Roi un exposé sur les grandes lignes du projet de loi de finances, le PLF, pour l'année 2024. La ministre a souligné que la préparation de ce PLF intervient dans un contexte marqué par le ralentissement de l'activité économique mondiale, la persistance des tensions géopolitiques et la hausse des pressions inflationnistes et des cours des produits énergétiques, en plus des impacts du douloureux séisme qui a frappé le Maroc en septembre dernier. La ministre a ajouté que le PLF vise la poursuite des réformes lancées et la mise en œuvre des priorités annoncées dans les discours royaux et dans le programme gouvernemental également. Les orientations générales du PLF au titre de l'année 2024 s'articulent autour de 4 principaux axes, les suivants. Premièrement, la mise en œuvre du programme de reconstruction et de mise à niveau général des régions sinistrées par le séisme d'El Haouz, ainsi que le renforcement des mesures de lutte contre les impacts conjoncturels. Deuxièmement, la poursuite de la consolidation des fondements de l'État social. Et bien, troisièmement, la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles. Et puis, quatrièmement, le renforcement de la soutenabilité des finances publiques. La ministre a également indiqué que le PLF se base sur des hypothèses tablant sur un taux de croissance de 3,7% en 2024, un déficit budgétaire dans la limite de 4% du PIB,
Et puis dans le cadre des engagements internationaux du Maroc, eh bien, le Conseil des ministres a approuvé 3 conventions multilatérales conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'Intérieur, Sa Majesté le Roi, a bien voulu nommer plusieurs walis et gouverneurs et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a nommé plusieurs ambassadeurs. Nous y reviendrons bien évidemment ultérieurement pour plus de détails. Ouvrons à présent la page monde de ce journal avec d'abord le Proche-Orient. Israël poursuit ses bombardements contre la bande de Gaza pour le 13e plutôt jour consécutif. Des dizaines de morts ont été enregistrés pendant ces derniers jours. Plus de 3700 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués suite aux bombardements israéliens incessants depuis le début de l'escalade et selon un dernier bilan des autorités locales. Pendant ce temps, les appels de la communauté internationale au cessez-le-feu se font nombreux, de plus en plus nombreux. En Espagne, 400 chats et chiens ont été secourus dans un coup de filet, large coup de filet contre les trafiquants. 13 personnes ont été arrêtées lors d'une opération qui a été démantelée, qui a plutôt démantelé un réseau ayant des ramifications à Madrid et à Barcelone aussi. Les suspects font face à des accusations de maltraitance animale, de fraude, de contrefaçon de documents et de blanchiment d'argent. Parlons à présent de l'opération Marhaba avec ses nouveaux chiffres. L'opération Marhaba 2023, 2,80, plus de 80 millions de passagers et 642 000 véhicules ont transité dans les deux sens par les ports marocains, soit une augmentation de 23% pour les passagers et de 20% pour les véhicules par rapport à l'opération Marhaba de l'année précédente, l'année 2022. Le ministère de tutelle a mobilisé 32 navires relevant de 9 compagnies sur l'ensemble des lignes maritimes reliant les ports marocains à ceux espagnols, français et italiens aussi, afin d'assurer plus de 500 voyages hebdomadaires. Page culture, les artistes continuent de se solidariser en faveur des sinistrés du tremblement de terre d'Al Haouz. Musiciens, comédiens, réalisateurs et plasticiens, ils ont été réunis à l'usine de Casablanca dans le cadre d'une opération baptisée Solid Art. Parmi ces artistes engagés, eh bien, il y a Reda Kenzaoui, dont les œuvres picturales convoquent un impressionnisme des plus exacerbés. Ahmed El Hemri, Driss Badou avec Dominique Orlando. Difficile de ne pas se laisser absorber par les œuvres de l'artiste Reda Kenzaoui dès l'instant où l'on accède à son univers. Il semble à la fois sombre et rieur, fantasmagorique et toujours plein de facéties savoureuses. Le travail de Reda Kenzaoui est très spécial. Il est très riche en émotions, ça se voit au premier coup d'œil. On est toujours happé par une interpellation des personnages, par leur faciès émacié, par leur apparente souffrance, mais aussi par leur fourberie parfois, et parfois par un accès de tendresse. C'est un travail qui est ouvertement expressionniste, étant donné que l'artiste est très fan des expressionnistes allemands. Soit la représentation de personnages qui tendent à déformer la réalité pour inspirer chez le spectateur une réaction tout d'abord émotionnelle, des visions comme ici angoissantes qui cherchent à atteindre une plus grande intensité expressive.
Dans mes tableaux, j'essaie de dépouiller l'homme de toute notion superflue, car à mon avis, les standards de beauté dictés par la société privent l'homme de sa liberté d'être simplement différent. Ces toiles sont un miroir qui permet de se voir tel que l'on est. Révéler à l'œil nu tous ces défauts que l'on chercherait à camoufler, soit pour l'artiste aller au plus profond de l'âme humaine. Pour y parvenir, M. Kenzaoui s'est emparé d'un scalpel, voire d'un scanner, qui mettrait au grand jour et l'indétectable et aussi l'indicible. À présent, cette alerte météo. Demain, vendredi, prévoyez un temps pluvieux sur le Saïès, les plateaux de phosphate, les plaines à l'ouest de l'Atlas, le Rif, le nord-ouest, la Méditerranée et les régions de l'Atlas. De fortes pluies et des rafales de vent qui vont toucher les provinces de l'Arayesh, Chassela, Tétouan, Mdir Fnedaq, Ouazen, Chefchaouen, Fez, Meknès, Taza, الحجب, Sfrou, Moulay Yacoub, Taounet, الحسيمة, Rabat, Kenitra, Salé, Skhairat, Temara aussi. Et on se quitte avec ces images qui nous viennent des États-Unis, plus exactement de Los Angeles. Los Angeles, où les lowriders paradent fièrement dans la banlieue de la ville et tutoyant le bitume de très près. Leur seul objectif et leur plaisir aussi est d'en mettre plein les yeux aux passants qui s'installent d'ailleurs sur le bord de la route pour admirer le spectacle. Lowrider, c'est en fait un mot qui désigne à la fois ces véhicules, ces voitures basse suspension et leurs propriétaires. Ces derniers vouent un culte à la transformation de vieilles voitures. Je vous laisse regarder ces images. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.